Notre histoire débute chez Anna Phelps. C'est le jour de la démonstration. Dans son salon, Anna a invité 3 autres femmes. Anna n'est pas notre personnage principal dans cette histoire, non. Le personnage principal, c'est son Thermomix, parfaitement nettoyé, qui va servir dans quelques minutes à lancer de nombreuses préparations. Dans le groupe de 3 femmes, on peut y retrouver une mère et sa fille. Denise a en effet amené sa fille Holly à une présentation Thermomix chez Anna. Holly possède un studio de pilates à Moorbank en Australie et elle habite plutôt loin de son boulot. Sa mère voulait vraiment l'aider à plus cuisiner pour ses 2 enfants qu'elle nourrit plus avec des plats préparés qu'avec des délicieux repas faits maison. Au bout de la table, Lenny, qui connaît déjà Anna, est aux anges. Elle rêvait d'avoir un Thermomix à l'œuvre depuis un moment. Mère célibataire d'un enfant de 5 ans, elle a peur des conservateurs et autres produits chimiques dans l'alimentation de sa fille. Pendant 2 heures, Anna échangea sur comment utiliser le produit, sa simplicité, à quel point l'alimentation saine est importante, ainsi que la santé de leurs enfants. Et bien sûr, tout en laissant le Thermomix derrière se charger de préparer une délicieuse salade de betterave, un risotto, ainsi qu'une pâte à pizza à l'ail. Anna le répète, le Thermomix est incroyable. Et c'est normal qu'elle le répète d'ailleurs, car Anna est une des meilleures vendeuses de Thermomix d'Australie. Elle est tellement performante qu'elle gère une équipe à elle seule de 21 consultantes. C'est sûr, Laini et Holly vont finir par en prendre un. Ce à quoi vous venez d'assister, c'est la vente d'un Thermomix, le robot multifonction de la société allemande Vorwerk, qui fait tout. Raser, couper, moudre, hacher, mijoter, fouetter, peser, émulsionner, cuire à la vapeur, mixer, réchauffer, pétrir, mélanger et mesurer. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est le prix de ce robot multifonction. 1 500 €. Pour se donner une idée, avec 1 500 €, vous pouvez acheter au choix absolument toute la boutique officielle de Philippe Etchebest pour cuisiner comme un vrai chef. Et j'espère, parce qu'à 130 € l'éminceur, faut que ça émince bien. Un four, un frigo, des plaques de cuisson, un micro-ondes et en bonus, vous avez le cuiseur de riz, une machine à soupe et peut-être même un petit robot mixeur. Vous pouvez aussi acheter, avec 1 500 € une demi-Peugeot 107 d'occasion. Alors à quoi ça va vous servir? Je sais pas, mais vous pouvez. Et bien sûr, vous pouvez acheter pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais bien 5 matelas Emma Matelas original, qui est accessoirement le sponsor de cette vidéo. Et on en reparle juste après, un peu plus tard. Bref, on pourrait se demander pourquoi dépenser autant d'argent dans un produit qui, certes, peut vous aider à faire ce magnifique poulet basquet que vous préparez une fois tous les 3 mois pour épater votre belle famille, mais qui peut pas faire d'omelette. La boîte est ancienne, vraiment très ancienne pour ce qu'elle vend. Mais c'est aussi une anomalie qui arrive à tenir depuis des dizaines d'années et a réussi à construire une marque avec principalement un seul produit. Bon, il faut aussi un aspirateur Cobalt, mais on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Un seul produit qui a certes pas mal évolué avec le temps, mais dont les enjeux et les techniques marketing posent certaines questions. Parce que comme dirait Priscilla Sutton, une autre cliente de Thermomix citée dans l'article de l'histoire du début, « J'ai toujours plaisanté en disant que le Thermomix était ma secte préférée. » Bonjour, vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre un Thermomix et un matelas. Un matelas même Emma Matelas, le sponsor de cette vidéo. Eh bien, si vous vous demandez si on peut cuisiner avec un matelas Emma Matelas, comme vous pouvez le voir, non. Mais avez-vous déjà essayé de dormir sur un Thermomix ? Moi non. Comme dirait un de mes anciens collègues, Julien, qui il y a 6 ans m'a convaincu d'acheter le matelas hybride Emma Matelas, non sponsorisé, je tiens à le signaler. Bordel de merde, pourquoi j'ai attendu si longtemps pour acheter un matelas ? Ce Julien, en question, avait des problèmes de dos, car peut-être vous ne le savez pas, mais si votre cuiseur Thermomix, vous ne l'utilisez que quelques minutes par jour, on dort en moyenne entre un quart et la moitié de son temps sur son matelas. L'importance du sommeil est donc primordiale, car même si un Thermomix, c'est très bien, un matelas, c'est encore mieux. Emma Matelas a toute une gamme de matelas. Emma Matelas, il s'appelle pas Emma Chaussettes ou Emma Chaussures ou Emma Meubles ou Emma... Bon, on s'en fout, cette blague est beaucoup trop longue. Pour toute une gamme de matelas, mais aussi d'oreillers, de coussins, c'est la même chose, mais aussi de draps. De mon côté, j'ai remplacé mon oreiller, comme vous pouvez le constater, par ce magnifique robot mixeur. Ce n'est pas très confortable, alors imaginez un Thermomix. Mais grâce à mon code promo ACEAMI, bénéficier de 10% supplémentaires sur les commandes de plus de 300 €. Et non, je ne lisais pas un script. Alors, si vous hésitez pour un matelas, n'oubliez pas, bénéficiez de la promo avant le 8 octobre, car Thermomix, ça mixe, et Emma Matelas, ça matelasse. Bon, avant de parler de toute la partie marketing, je pense que c'est assez important de faire un peu d'histoire. Vorwerk, l'entreprise derrière le Thermomix, comme je vous l'ai dit, c'est une vieille boîte, très vieille. Fondée en Allemagne en 1883 par 2 frères, Karl et Adolf Vorwerk, l'entreprise commence d'abord par se spécialiser dans la vente de moquettes.
et de tapis de luxe. Parce que oui, avant d'être le créateur du Thermomix, l'entreprise était d'abord spécialisée dans la tapisserie. Et purée, ils en vendaient du tapis et de la moquette. Elle fait plutôt bien son trou en Allemagne, jusqu'en 1929, où celle-ci décide de se diversifier. Vous allez me dire, ah bah c'est l'arrivée du Thermomix. Bah non, pas du tout. C'est quel rapport entre un Thermomix et des tapis? Non, leur premier élargissement de gamme sera l'aspirateur Cobalt. C'est une référence à un lutin de la culture germanique qui habite dans les maisons, mais on s'en fiche complètement. Ce qui est intéressant avec les aspirateurs, c'est le début de la mise en place de la vente directe pour l'entreprise. Vente directe qui, vous allez le voir, va nous intéresser tout au long de la vidéo. C'est bon les madame? Bon, l'aspirateur cartonne aussi, mais patatras, bah, c'est la guerre et pas le choix, faut bosser pour le gouvernement en place. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise relance la production d'électroménagers et commence à s'implanter à l'étranger, principalement en Italie. L'entreprise va ensuite littéralement surfer sur les 30 glorieuses pour se diversifier, mais genre très fort. Par exemple avec une branche de services bancaires. Alors, j'ai fait LV2 espagnol, donc je peux clairement pas prononcer le nom de cette filiale, mais vous pouvez aussi retrouver une filiale de nettoyage de moquettes industrielles. Alors, j'ai toujours pas appris allemand entre deux phrases dans ce script, donc je m'amuserai pas non plus à la prononcer. C'est aussi à ce moment où Thermomix attaque le marché de la cuisine avec la première version de ce qui deviendra le Thermomix officiellement 10 ans plus tard, le Vorwex VKM 5, qui est un mixeur multifonction. Mais regardez-moi déjà tous ces accessoires, ce truc à l'époque mélange, malaxe, coupe, mixe et voilà. Pour l'anecdote d'ailleurs, le Thermomix provient d'un brevet déposé par un ingénieur français pour une machine capable de mixer et de cuire en même temps, qui date des années 60, avant d'être acheté par Vorwerk. Suivi de plusieurs modèles, tous spécialisés dans le mixage globalement, c'est qu'à partir de 71 que l'entreprise sort le premier cuiseur-mixeur sous le nom officiel que l'on connaît tous aujourd'hui, le Thermomix VM 2000. Et l'entreprise ne s'arrêtera jamais de le faire évoluer. Le VM 2200 qui ajoute un bol, le TM 3000 qui permettra de régler la température en plus de la vitesse de mixage et du cuiseur vapeur, le TM 21 en 1996, le TM 31 en 2004 avec son nouveau système de capteur, le TM 5 en 2014 et son écran tactile, et enfin le TM 6 aujourd'hui, la Rolls-Royce de l'entreprise. Bref, si les produits s'améliorent et rajoutent une certaine complexité, d'un point de vue technique et électronique, le fond reste le même, mixé et chauffé en même temps. Pour autant, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est un modèle que je n'ai pas mentionné avant, le TM 3300, sorti en 1980. Parce que s'il y a peu d'évolution avec le modèle sorti avant, le TM 3000 d'un point de vue technique, il y en a une majeure d'un point de vue commercial. Une évolution qui a totalement transformé l'entreprise pour lui donner un peu cet aspect de secte aujourd'hui, la vente en réunion ou la vente en groupe. Parce que oui, sur le fond, l'entreprise Vorwerk, elle n'a rien d'exceptionnel. Sur la forme, il s'agit depuis des années d'une des rares entreprises à pouvoir vendre un produit très cher pour une cible complètement populaire. Mais comment ça se fait? Parce que posons-nous 5 secondes pour en discuter. Les deux arguments principaux du Thermomix, mis en avant par la marque, et dans un premier temps sa capacité à remplacer des dizaines d'appareils différents par un seul appareil, et le second c'est que grâce à lui vous pourrez cuisiner vous-même des plats sains en opposition aux plats rapides ultra transformés. En clair, vous gagnez du temps et de l'espace dans un premier temps, et vous gagnez des points de vie dans un second temps. Ok, ça c'est cool, mais quel rapport avec le prix? Parce que d'un point de vue utilitaire, la réussite de Thermomix est un non-sens complet. Ok, partons du principe que vous avez une petite cuisine et pas la place pour stocker tous les appareils qui le remplacent. Super. Mais un marketeur moyen se dirait, si c'est une petite cuisine, ça veut dire que la personne n'a pas spécialement de thunes. Et donc un robot qui mixe et qui chauffe à 1500 €, ça n'a pas spécialement d'intérêt. On va s'acheter une poêle à 20 balles et un couteau à 10 € et c'est réglé. Concernant la nourriture saine, c'est un peu le même principe. Si une personne fait attention à ce qu'elle mange, ça veut dire qu'elle investit dans sa cuisine, mais surtout ça veut dire qu'elle sait cuisiner. Et si elle sait cuisiner au quotidien des choses saines, pourquoi elle irait acheter un robot mixeur à 1500 € alors qu'une casserole, une poêle, un couteau et une planche à découper, elle va au bout du monde avec ça. Et c'est là qu'intervient une chose incroyable en marketing, c'est le branding. Ce qu'on appellerait en français le fait de construire la perception d'une marque. C'est moins sexy d'un coup. Si la construction d'une marque est propre à l'ère capitaliste, avec l'explosion du nombre d'acteurs sur le marché et la compétition entre les entreprises, une erreur commune du tout venant est de croire que la seule communication permet de construire cette marque. Votre logo, vos couleurs, vos campagnes publicitaires, etc. Alors dans les faits, c'est un poil plus complexe que ça. Quoi qu'on vous dise, il n'y a pas d'astuce miracle mis en place par les entreprises. Il n'y a pas de secret de l'univers que se partagent les marketeurs avides d'argent depuis plus de 100 ans de famille en famille. Rien. Et c'est moins la stratégie de votre entreprise que la régularité avec laquelle vous la répétez qui fera la différence. Ce qu'Anthony Galluccio appelle le rapport halluciné à l'objet, dans son livre La fabrique du consommateur, montre en effet un rapport plus distant aux produits dont on ne sait plus rien, ni comment ils sont fabriqués, ni les détails de leur fabrication. Nous faisons simplement confiance à une entreprise en lui donnant 1500 € en échange d'un produit que l'on a l'impression de connaître, mais dont nous n'avons pas mis une vis ni un boulon. Et pour résorber ce déficit de confiance, on a inventé la marque. Et la marque, ou le branding,
a totalement changé le rapport entre le consommateur et les grandes entreprises, qui par extension ne vendent plus un produit à proprement parler, mais un imaginaire, une représentation. Ce que Don Slater appelle le fétichisme de la marchandise, c'est ça. En clair, la valeur d'un produit devient une propriété naturelle du produit, et ce même produit devient porteur de la valeur sociale et culturelle. Et si la publicité s'est emparée de ce principe avec force au début du XXe siècle, il y a bien d'autres moyens de fétichiser un produit. Et oui, ce mot existe vraiment. Et Thermomix utilise depuis bientôt 45 ans le plus puissant, et peut-être le plus ambivalent d'entre tous, la vente en réunion. Et c'est exactement ce type de vente qui vous fait passer pour une secte. Ok, reprenons l'exemple du début. Vous voulez bien, de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est marrant ces tournures de phrases qui insinuent que vous avez une possibilité de dire non, mais qu'en fait vous n'avez pas du tout la possibilité de dire non. Revenons à Anna avec ses 3 amis, Lainey, Holly et Denise. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce sont pas ses potes. Anna, elle est là pour vendre. Et il faut aussi comprendre un truc, c'est que 4 ans auparavant, Anna, elle était à leur place. Et jusqu'à très récemment, voilà ce qu'il fallait faire pour pouvoir acheter un Thermomix. Dans un premier temps, il faut appeler les services de l'entreprise qui va vous mettre en relation avec un commercial indépendant du réseau. Il faut ensuite trouver un créneau avec d'autres personnes, se déplacer en général chez l'indépendant commercial pour une démonstration du produit, qui peut durer plusieurs heures, et ensuite, si tout va bien, vous pourrez acheter votre Thermomix. L'indépendant, il travaille pas pour Thermomix, dans le sens c'est pas un salarié. Cet indépendant, dans la grande majorité des cas, c'est un client qui voulait bien gratter une part du gâteau en gérant les ventes pour Thermomix et qui prend une commission à chaque vente. Donc il est à son compte. Si ça vous dit, vous pouvez devenir comme lui et organiser votre propre fête ou réunion où vous inviterez aussi 3 personnes et comme ça vous toucherez aussi une commission s'il y a une vente et ainsi de suite. Oui, c'est du MLM, donc de la vente à multiniveau. Il s'agit d'un système plus ou moins pyramidal où les vendeurs doivent recruter d'autres vendeurs et ainsi de suite. Bon, c'est intéressant tout ça, mais Thermomix, ça donne quoi aujourd'hui ? Surtout avec l'essor depuis quelques années de concurrents beaucoup moins chers comme le Monsieur Lidl par exemple. Thermomix, aujourd'hui, c'est une croissance indécente. L'entreprise vend en moyenne pour 2 milliards d'euros de cet appareil par an. Le réseau comporte plus de 80 000 vendeurs indépendants répartis dans 70 pays. C'est juste monstrueux. En France, en 2016, on comptait 60 directeurs d'agence qui gèrent 430 responsables de secteur qui coordonnent 8000 conseillers de terrain. Et sur ces 8000 conseillers de terrain, seulement 10% sont salariés chez Vorwerk. Et vous vous doutez bien, 90% de ces 8000 conseillers sont des femmes. Pour l'acheter, il faut prendre rendez-vous avec Marie, 62 ans, ou l'une des 8000 autres conseillères de la marque. Ce sont toujours d'anciennes clientes devenues vendeuses à domicile. L'entreprise séparerait ses vendeuses sous 3 catégories. Celles qui font quelques jours dans le mois et qui arriveraient à sortir entre 300 et 600 euros par mois. Celles à mi-temps qui pourraient monter jusqu'à 1000 euros. Et celles à temps plein qui pourraient monter soi-disant jusqu'à 3000 euros. Vous l'aurez bien compris, impossible de vérifier ces chiffres. En 2016, ce sont 420 000 réunions qui ont été organisées en France, soit 1150 par jour en moyenne. Attendez, on va regarder le taux de turnover, donc de départ chaque année, 50%. On peut lire que, soi-disant, une fois qu'une vendeuse a fait assez de commissions pour payer son Thermomix, elle arrête. Si 4000 des 8000 vendeuses ont laissé tomber en 2016, la société, elle en a recruté 5000. Vous l'aurez donc compris, dans un modèle de ce type, la priorité, c'est pas la vente du produit. La priorité pour la société mère, c'est de trouver de nouvelles vendeuses encore et encore. Alors bien sûr, on pourrait se dire, non mais attends, maintenant, on a le Monsieur Lidl qui coûte 10 fois moins cher et qui fait la même chose. Il y a d'autres concurrents moins chers qui 70%. Thermomix, c'est toujours 70% des robots multifonctions vendus en France. Pour Sophie, c'est véritablement la qualité du Made in France qui occulte le prix colossal du robot. Je pense que ce qui est fabriqué en Chine n'est pas forcément de même qualité. Leur chiffre d'affaires augmente chaque année et ça semble pas prêt de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que même si au début des années 2000, tout le monde prédisait la mort de la vente directe pour le particulier, vous avez pu le constater d'ailleurs vous-même, c'est quand même assez rare aujourd'hui d'avoir affaire à un vendeur en physique. Okay. Grâce à Internet, le consommateur est devenu expert de ce qu'il achète. Nous recherchons une quantité énorme d'informations pour chaque achat et nous sommes persuadés de décider nous-mêmes de ce que l'on désire ou non. Pourtant, c'est aussi à ce moment-là que le travail sur la marque en tant que tel pour les entreprises a explosé. Car si nous ne pouvons plus forcer humainement le consommateur à acheter notre produit à grands coups de télévendeurs et de vendeurs terrain, nous pouvons essayer de gagner la guerre de l'information en ligne. Thermomix, ils ont fait l'inverse. Impossible de savoir si c'est par ignorance ou si c'est l'œuvre d'un plan stratégique bien ficelé. En tout cas, pour l'entreprise, le cash y rentrait et la relation presque sectaire qu'ils arrivaient à créer aurait été suffisante pour encaisser ce changement de paradigme. Et force est de constater qu'ils ont eu raison de ne pas changer leur modèle de distribution et de toujours obliger l'achat via des vendeurs en réunion. Parce que si Internet est devenu un champ de guerre pour les marques et de l'image qu'elles veulent donner à grands coups de faux avis et de greenwashing, ça a été aussi l'émergence de communautés en ligne encore plus fortes.
des chambres d'écho parfaites pour des centaines de milliers de femmes à travers le monde qui vantent les mérites de leur Thermomix. Mais si vous couplez une chambre d'écho avec un système d'achat hyper sélectif, où le fait d'avoir son Thermomix est perçu comme une chance et non un trou de 1500 € dans votre portefeuille, félicitations, vous venez de construire une machine inarrêtable. Mais ce qui est très intéressant avec le MLM comme stratégie marketing, c'est son rapport très fort avec les mamans au foyer depuis sa création. Parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais je parle bien de vendeuses et pas de vendeurs. Et pour bien comprendre ça, on va aller parler d'une autre proto-secte de femmes au foyer, le roi incontesté du MLM, le génie incompris contenant alimentaire, l'entreprise qui donna son nom à ces objets que vous utilisez peut-être au quotidien, la société Tupperware. Et s'il y a une histoire à raconter sur cette société, c'est celle d'une femme en particulier, une femme qui va absolument tout changer sur la perception du MLM. Beaufort, État de Géorgie, 25 mai 1913. La petite Brownie May Humphrey naît d'une mère chapelière et d'un père plombier. Très jeune, son père divorce et la petite Brownie ne le reverra jamais. Elle grandit donc avec sa mère seule. S'il y a peu d'informations concernant sa jeunesse, on peut lire ici et là que les personnes se souviennent d'une jeune fille avec une forte capacité de persuasion. Si elle commence à travailler très jeune, avec sa mère, pour le syndicat des chapeliers, la rencontre avec Robert Wise va changer le cours de son histoire en 1936. En effet, 2 ans plus tard, les deux vont avoir un enfant, mais aussi 5 ans plus tard, malheureusement divorcés. Robert se trouve être alcoolique et extrêmement violent. Et si Brownie décide de garder le nom de son ex-mari et devient donc Brownie Wise, elle ne se remariera jamais. Et devient donc, comme sa mère, quelques années auparavant, une mère célibataire en charge d'élever son fils, le jeune Jerry. Si depuis quelques années déjà, elle rédige des petites nouvelles dans le Détroit News sous un pseudonyme, travaille dans une agence de publicité et comme vendeuse dans un magasin, après la Seconde Guerre mondiale, et pour arrondir ses fins de mois, elle décide avec sa mère de commencer à vendre pour l'entreprise Stanley Home Product, lors de, je vous laisse deviner, des fêtes à domicile. C'est la première expérience de vente à domicile pour la jeune Brownie, et elle cartonne. Elle cartonne au point de devenir une des meilleures vendeuses de l'entreprise. Malheureusement, on est dans les années 50, et il est hors de question pour le fondateur de Stanley qu'une femme prenne une place à la direction. C'est là qu'entre en scène un nouveau personnage dans notre histoire, Earl Tupper, un ingénieur chimiste américain qui, en 1946, invente une espèce de bol hermétique en plastique, les Tupperware. Mais Earl a pas mal de difficultés à vendre son invention, principalement parce qu'à cette époque, les gens se méfient encore du plastique, qui l'aurait cru. Vous l'aurez compris, Earl et Brownie vont pas tarder à se rencontrer et cette rencontre va changer beaucoup de choses pour la société Tupperware. Brownie quitte donc la société Stanley et en arrivant chez Tupperware, elle est catégorique. Il faut vendre les Tupperware via la vente en réunion. Et c'est ainsi qu'en quelques années, l'idée de Brownie devient le seul et unique canal de vente pour Tupperware. Wise vend tellement de Tupperware qu'elle devient en 1951 vice-présidente du marketing de l'entreprise. L'une des rares femmes cadres à cette époque-là aux États-Unis. L'ascension de Wise, elle est fulgurante. Et sa capacité à convaincre et à agrandir le réseau de vendeurs indépendants est structurant pour Tupperware. En 1954, c'est 20 000 personnes qui ont rejoint le réseau de revendeurs, tous indépendants. Et même s'il y avait quelques centaines d'hommes, la grande majorité était composée de femmes au foyer, cherchant à arrondir les fins de mois. Wise imagine le principe de centre de formation pour former les nouvelles vendeuses, devient le visage public de la marque, fait le tour des talk shows et les couvertures de magazines, et devient d'ailleurs la première femme à faire la couverture à l'époque du très célèbre Business Week. Mais chaque belle histoire a sa chute, et celle de Wise fut dramatique. La jalousie de Tupper le poussa à la licencier du jour au lendemain. Wise tenta bien la carte du procès, mais ne repartit au final qu'avec 30 000 $, soit l'équivalent de son salaire annuel. Earl vend quelques mois après l'entreprise. Et bien sûr, Wise n'avait aucune action. Elle ne touchera donc absolument rien. Et pendant des années, le nom de Wise fut tout simplement supprimé de l'histoire de Tupperware. Celle-là même qui fera de cette marque ce qu'elle est aujourd'hui. Si la conclusion de Wise, elle est dramatique, son histoire est particulièrement parlante d'un point de vue sociétal. Pendant presque 10 ans, elle fut le visage de ces réunions de femmes au foyer américaines. Elle fut le visage de la pratique de la vente à multiniveau. Et elle fut aussi un modèle pour les femmes américaines dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en effet, vous l'aurez compris, une grande partie des entreprises MLM ciblent en priorité les femmes. Et le lien historique entre les deux, il ne peut pas être occulté. Quand je parle de liberté à mon époux, il me demande pourquoi je me plains. C'est vrai, le gouvernement vient de voter une loi en notre faveur. J'ai maintenant un compte à mon nom, mais pas d'argent à moi. Mes seuls revenus sont les allocations familiales.
Et elles suffisent à peine pour les enfants. Pour les courses et les dépenses personnelles, je dois encore réclamer à mon mari. Je supporte tellement mal de lui acheter un cadeau, en sachant pertinemment que, quelque part, il se le paye lui-même. Si des entreprises comme Tupperware puis Thermomix ont aussi bien fonctionné, c'est aussi en partie dû à la situation des femmes sur cette période. L'après-guerre signe en effet un revirement assez fort pour la condition féminine, et si leur participation à l'effort du travail pendant la Seconde Guerre mondiale a été déterminante, les sociétés occidentales de l'époque les ont vite obligées à se tourner vers un autre type d'activité, le travail domestique. En effet, l'après-guerre signe le retour de la femme dans son rôle d'épouse, quand les hommes, eux, doivent travailler et subsister aux besoins du foyer. Tout dans les campagnes publicitaires de l'époque appuie cet effet, et cette volonté de glorifier la femme au foyer modèle, capable de gérer les enfants et les différentes tâches ménagères. Et même si quelques avancées vont permettre aux femmes de commencer à travailler, elles sont encore très dépendantes de la structure familiale et du mari. Il faut quand même attendre 1965 en France pour qu'une femme puisse ouvrir un compte bancaire ou exercer un travail sans l'autorisation de son mari. Aux États-Unis, par exemple, même si techniquement les femmes pouvaient ouvrir un compte en banque dès 1960, la plupart des banques refusaient sans la présence du mari. Alors imaginez un seul instant la situation de précarité pour des femmes, mais plus particulièrement des mères célibataires. La structure en réseau et en vente directe des sociétés comme Tupperware ou Thermomix, et l'existence même du principe du MLM, a donc, selon moi, une raison logique d'être apparue et de s'être autant développée. C'est sûrement à ce moment-là réellement une opportunité pour des femmes au foyer de non seulement sortir du milieu familial, mais aussi d'entreprendre simplement et de gagner un peu plus sa vie. Une des premières entreprises de MLM au monde, Avon, en est pendant un moment littéralement devenue le synonyme de cet entrepreneuriat féminin aux États-Unis en vendant des produits de beauté. Mais si je vous raconte tout ça, c'est aussi pour comprendre une chose qui semble assez évidente, nous ne vivons pas dans le même contexte socio-économique que dans les années 50-60. Et si à une certaine époque, les structures MLM semblaient être de véritables opportunités pour toute une frange de la population, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Ensuite, comment ça marche? Comment est-ce qu'ils recrutent? Alors, beaucoup par DM, notamment DM Instagram. Je pense qu'on a tous reçu le petit DM Salut ma chérie, comment tu vas? J'ai une super opportunité pour toi. En gros, les MLM, comment est-ce qu'ils recrutent? Ils recrutent en fait généralement, principalement sur Instagram et sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux. Et ils t'envoient des DM, je pense qu'on a forcément vu passer des Salut chérie, j'espère que tu vas bien, genre on est trop besta. J'ai une super opportunité pour toi, tu peux facilement te faire de l'argent, enfin... 99% des vendeurs recrutés par un système MLM perdent ou ne gagnent pas d'argent. Et si la rentabilité de ce type de modèle est pointée du doigt, un autre problème l'est sûrement encore plus. Les techniques utilisées pour recruter et conserver les membres dans une structure marketing MLM ressemblent à s'y méprendre à celles utilisées par les sectes. Et si à l'époque de Brownie Wise, le tissu social était assez spécifique, globalement le boom économique d'après-guerre, le MLM a su récupérer des éléments propres au secte pour structurer son propre marketing après la fin des 30 Glorieuses. Petit tutoriel à l'usage de tous pour reconnaître un MLM avec un léger goût de secte. Premier point, vous visez presque systématiquement des jeunes mamans, si possible célibataires pour accentuer le besoin d'argent. Deuxième point, vous avez une promesse très spécifique sur la possibilité d'être à la fois une mère accomplie et une mère entrepreneuse. Troisième point, la mise en place de groupes privés et exclusifs, que ce soit en vrai, mais surtout en ligne depuis quelques années. Quatrième point, la mise en avant d'un modèle de vie standard structuré par la marque qui vous permet d'avoir un équilibre parfait entre votre vie de famille et la vie économique. Cinquième point, de façon plus évidente, dès que vous voyez des avis comme quoi le fait d'être vendeur indépendant a changé la vie des personnes, que vous devez acheter un kit de départ et que les réseaux utilisent des hashtags comme mompreneur, ça sent le MLM. Et enfin, dernier point, et peut-être sûrement le plus parlant, si votre vieille amie du collège ou du lycée sur Facebook, à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans, vous envoie une invitation pour liker une page d'un service ou d'un produit qui ressemble à ça, félicitations, vous êtes en plein dedans. Et si Thermomix ou Tupperware avant eux, ils sont plutôt bénins, dans le sens où les produits sont quand même, on va dire, un peu utiles et non dangereux, des entreprises beaucoup plus toxiques se servent aussi de ces mécanismes pour exister, comme l'une des plus connues au monde, Herbalife. Que ce soit le discours d'indépendance financière couplé à une forme de réseau communautaire d'entraide, où l'échec structurel même du modèle n'est jamais remis en cause, et où chaque élément perturbateur est mis sous silence, certains MLM vont même jusqu'à pousser leurs revendeurs à se couper de leurs proches qui oseraient critiquer l'entreprise mère.
On défend cette marque qui nous donne rien jusqu'au bout de nos ongles. Et dos au mur, face à un modèle économique où tout le monde perd, désespéré d'y avoir mis tous ses espoirs, on relance une pièce dans la machine en recrutant quelqu'un d'autre de notre entourage. La contradiction, la remise en question, poubelle. La marque devient absolution et vous devenez son bras armé. Si je vous parle de construction de marque, de MLM et de femmes au foyer depuis le début de cette vidéo, c'est en partie pour ça. Si objectivement très peu de MLM peuvent se targuer d'être des sectes, cette branche du marketing pioche allègrement dans des mécanismes psychologiques propres aux sectes pour l'appliquer à la construction d'une marque. D'où cette impression un peu nauséabonde qui gravite autour. Est-ce que Thermomix, depuis des dizaines d'années, utilise des techniques marketing pour favoriser un aspect sectaire ? Sûrement. Est-ce que ça en fait pour autant une secte ? Bah non, pas du tout. Pour autant, et parce qu'au final ça reste le but de cette chaîne, je pense qu'il est important de garder un œil averti sur ces questions. Encore une fois, c'est pas à moi d'émettre un jugement sur ces pratiques, hein. Mon rôle c'est simplement de faire le point avec vous. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez une image d'ensemble un peu plus intéressante de ces entreprises. Hey, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été pas mal de boulot pour la réaliser. J'en profite pour prendre la parole là, après la vidéo pendant quelques minutes. Déjà dans un premier temps pour vous remercier pour le palier des 25 000 abonnés. Parce que, il semblerait que YouTube nous félicite quand on a atteint le palier des 25 000 abonnés. Donc très bien. Donc un grand merci à vous, vraiment. Et aussi parler un peu plus de cette chaîne pour ceux qui sont arrivés depuis. Et pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Alors déjà, concernant la vidéo, ici sur Thermomix, encore une fois, l'idée c'était de critiquer personne. Hein. J'ai plusieurs personnes de ma famille dans mon entourage qui ont un Thermomix, et c'est un super produit. C'est juste un produit qui est très très cher en effet, mais c'est un super produit. L'idée c'était beaucoup plus, je pense que vous l'avez compris, de parler des mécanismes marketing utilisés par des marques comme Thermomix depuis des décennies, et leur rapprochement un peu, on va dire, forcé sur le côté sectaire. L'idée, encore une fois, c'était de ne pas être dans le jugement, parce que c'est pas mon rôle, c'est plutôt le vôtre, hein, chacun se faisant son avis. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, du coup vous l'aurez compris, hein, je m'appelle Samy, je suis prof de marketing depuis plusieurs années déjà. Vous l'aurez compris avec cette chaîne, c'est de vulgariser des sujets du quotidien via un prisme du marketing. Donc le but, c'est pas de m'attaquer à plein d'autres éléments, parce que comme je l'avais dit la dernière fois, je ne suis pas économiste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, mais on n'a pas le choix des fois que de parler un peu de sociaux, que de parler un peu d'éco, que de parler un peu de psycho, même si mon but c'est plutôt de rester concentré sur les échanges marchands et d'avoir un regard un petit peu critique vis-à-vis de ça. Pour donner des nouvelles par rapport à cette chaîne, je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous l'avez remarqué, mais de plus en plus de vidéos sont sponsorisées. Alors, pour certains, ça peut être une mauvaise nouvelle, pour d'autres, c'est pas la question. Moi, je vais pas vous mentir, de mon côté, l'idée de cette chaîne YouTube, c'est déjà parce que j'ai une passion folle de YouTube depuis des années et des années, mais aussi parce que j'aimerais transmettre un peu une partie de ce que je vois avec mes étudiants tout au long de l'année, mais surtout, ça reste une activité extrêmement chronophage. Et j'ai eu beaucoup de chance. Très rapidement, j'ai pu attirer un peu l'œil de quelques sponsors. Et même si ce n'est pas des sommes stratosphériques, loin de là, c'est déjà des sommes qui permettent un petit peu de compenser, dans le sens où, voilà, une vidéo comme celle que vous venez de voir, c'est avec les recherches et le montage, parce que je fais encore tout seul, on va être entre 50 et 100 heures de travail. Alors depuis des mois, j'essaye d'améliorer le montage, j'essaye d'améliorer aussi comment je place les annonceurs pour que ce soit le moins dérangeant pour vous. J'essaye aussi, même si la dernière fois je le disais, d'ajouter une pointe d'humour, parce que voilà. Et au niveau des retours, à peu près depuis 10 mois, on va être toujours sur un rythme d'une vidéo par mois. J'ai décidé aussi de changer, après les dernières vidéos, de changer certains des sujets que j'allais traiter dans les vidéos, peut-être pour aller sur des sujets beaucoup plus, on va dire, larges, beaucoup plus mainstream, comme on dit. Aussi parce que ça reste des portes d'entrée plus faciles pour tout le monde, et que même des portes d'entrée plus faciles pour tout le monde, c'est assez incroyable ce qu'on peut aller explorer d'un point de vue marketing là-dedans. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez particulière pour moi parce que c'est peut-être une des premières vidéos où j'essaye d'aller creuser un peu plus l'aspect aussi sociologique, et cette fois-ci d'une
tranche particulière de la population, hein, parce que aussi je considère que c'est vachement important. Je vous conseille vivement la lecture du livre sur la fabrique des consommateurs, que je cite à un moment dans la vidéo, qui aborde énormément cet aspect de la marchandisation, mais aussi de la marchandisation à travers les femmes depuis plusieurs décennies. Le but de cette vidéo, c'était aussi, pour moi, en tout cas par rapport aux statistiques que j'ai de la chaîne, c'était de l'ouvrir un peu plus. Parce que, alors, vous le savez pas, hein, parce que je partage pas ce genre d'informations, mais la grande majorité des gens qui regardent ma chaîne sont des hommes, et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça montre aussi que peut-être les sujets que je ciblais, ce qui est normal parce que je suis aussi un homme, étaient des sujets peut-être un peu trop spécifiques. Encore une fois, le but de la chaîne, c'est pas de prendre parti. Le but de la chaîne, c'est pas de me positionner en tant que grand penseur. Le but de la chaîne, c'est juste de se poser des questions et d'y répondre à travers le prisme du marketing, qui, dans une grande majorité des cas, est assez négatif, mais qui peut des fois être, entre guillemets, peut-être positif, ou en tout cas à nuancer. Voilà. J'avais annoncé un objectif de 50 000 abonnés en fin d'année. Alors à moins qu'un miracle se produise et que mes 3 dernières vidéos surperforment, je pense que ça n'arrivera pas. Et c'est pas grave, dans le sens où avoir déjà atteint ce palier des 25 000 abonnés, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, surtout encore une fois pour le sujet de cette chaîne et la façon dont j'aborde les sujets, qui je trouve sont pas la façon, entre guillemets, on pourrait dire la plus putaclic. J'essaye de prendre le temps sur mon montage, j'essaye de vous sourcer absolument tout ce que je dis et j'essaye au maximum d'avoir une structure, on va dire, la plus carrée possible. Bref, beaucoup de mots, encore une fois, je suis désolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à dans un mois, du coup, pour la nouvelle vidéo. Et voilà, prenez soin de vous. À la prochaine.